Bonjour à tous, Nicolas Lavallée au micro pour DailyFX. Alors je suis très heureux de vous parler aujourd'hui et je tiens avant toute chose à remercier Vincent, Sylvain, toute l'équipe DailyFX et évidemment donc FXCM qui sponsorise cette journée webinaire. Donc le chat est lancé, si vous pouvez me confirmer que vous entendez bien le son, eh bien je vous en remercie par avance. Le temps pour moi de vous faire une très rapide présentation. Écoutez, je suis Nicolas Lavallée, voilà, je travaille pour DailyFX depuis septembre de l'année passée, donc ça va bientôt faire un an que je travaille notamment en tant qu'analyste stratégique et donc instructeur de trading pour DailyFX. Alors instructeur de trading, ça veut dire quoi? Merci Yas qui me répond sur le chat, donc son et image ok. Instructeur de trading, eh bien ça veut dire qu'effectivement qu'au travers des analyses que je produis donc pour DailyFX, je peux être amené à émettre des idées ou des recommandations de trading à but pédagogique, et je vous explique à ce moment-là la façon dont je vois les choses, la façon dont moi je procéderai. C'est donc donné avant tout à titre d'information et dans un but réellement pédagogique et donc pas en tant que conseil en investissement. Euh, alors j'espère malheureusement que j'ai pas coupé le webinaire précédent. C'est vrai que j'attaquais donc à 15 heures et je pouvais pas malheureusement écouter le webinaire précédent en même temps. Bon bah je m'en excuse hein, auprès de Vincent. Alors, euh, qui je suis? Bon, je suis ingénieur de formation, donc j'ai travaillé sur des projets informatiques avant de me lancer dans la finance, qui était avant tout un hobby, hein, depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2008. Et puis en 2012, pardon, j'ai créé un portail qui s'appelle traderacademy.com, qui est un peu en sommeil en ce moment parce qu'on est en train de le retravailler et on voudrait lancer une offre d'e-learning en partenariat avec FXCM. Et depuis maintenant, euh, je suis vraiment désolé hein, si j'ai coupé le précédent webinaire, je m'en excuse vraiment. Vous êtes très nombreux, hein, c'est une vraie journée de webinaire mensuel, évidemment, ça rencontre un succès de plus en plus important. Bravo FXM, bravo à toute l'équipe d'EliFX. Donc pour terminer sur ma présentation, donc voilà, je travaille maintenant avec DailyFX depuis un an et j'émets chaque jour des articles hein, pour ceux qui me suivent. Donc des articles que vous pouvez trouver sur le site DailyFX. En allant sur le menu avis d'analyste, vous retrouverez donc les chroniques des différents analystes avec Sylvain, avec Vincent. Vous me trouverez moi et en cliquant sur le lien associé, vous pouvez trouver tous les historiques des analyses que je fournis depuis maintenant depuis septembre 2015. Dans les analyses que je produis, j'apporte quantité de schémas qui correspondent vraiment à la façon dont j'analyse les marchés. C'est une analyse finalement multi-actif, hein, puisque je ne me suis pas spécialisé sur un actif ou une classe d'actifs en particulier. J'utilise des outils qui sont en fait valables quel que soit le support, et donc je peux être amené à produire des analyses sur le Forex, les majors du Forex, mais également sur des exotiques. Hein. J'ai produit des analyses sur la livre turque face au dollar, également les indices et les matières premières. C'est un champ finalement d'analyse assez vaste pour lequel je n'ai pas de spécificité analytique. J'utilise donc les outils qui sont les miens, qui me permettent de répondre à des problématiques de prix et des problématiques de timing, évidemment aussi à des problématiques très importantes de money management. Je ne suis pas là pour essayer de vous vendre en fait mes schémas d'analyse, mais je suis vraiment là pour essayer de vous ouvrir un peu l'esprit sur les questions que vous devez vous poser quand vous voulez travailler les marchés financiers, qui sont des questions fondamentales, mais qui sont extrêmement importantes en termes de trading, qui sont à quel niveau de prix, déjà quel est le directionnel que je veux avoir, est-ce que je vais plutôt avoir une stratégie acheteuse ou vendeuse, quels sont les niveaux de prix qui vont m'intéresser, pourquoi ce niveau de prix et sur quel timing, c'est essentiel. Et derrière, la problématique du comment, c'est comment on met ça finalement en partition, c'est-à-dire quels vont être les stops, les niveaux de take profit intermédiaire que vous voulez avoir, votre TP final, pour un risque global cumulé qui doit être supérieur à 1 pour 2. Donc voilà, c'est ma façon de voir. Je pense qu'elle est universelle dans le sens où elle se veut être une approche analytique, j'ai envie de dire classique, hein. Se poser ces questions,
qu'est-ce que je cherche à faire, ou à partir de quel prix je cherche à le faire, donc le où, le quand, le qui aussi, est-ce que vous êtes un trader qui répond à un vrai profil psychologique, donc en termes de discipline, de rigueur. Ensuite répondre au comment, c'est donc comment on met ça en termes finalement en termes de partition, de money management, et puis le combien, en fonction de la qualité de la situation. Ce sont des questions qu'on se pose dès qu'on attaque, en fait, quel que soit le domaine fonctionnel. Moi, c'était une approche analytique que j'ai eue en tant qu'ingénieur dans l'informatique, et c'est finalement une méthode que je transpose sur les marchés financiers. Alors j'utilise les outils qui sont les miens, ce ne sont pas forcément les vôtres. Je ne suis absolument pas là pour vous dire de utiliser absolument mes outils, hein, c'est vraiment pas du tout l'idée. Par contre, l'idée c'est de vous montrer comment moi ces outils me permettent de répondre à ces questions que je vous ai donc mentionnées. Et c'est vrai que les outils que j'utilise me permettent de répondre confortablement, et ça m'a permis donc de bâtir finalement tout un système analytique qui me permet de définir des zones d'intervention stratégique avec des tactiques derrière d'entrée en position en fonction de money management cible. Voilà. Donc, petite présentation rapide. Encore une fois, vous trouverez l'éventail de ce que je produis pour DailyFX sur la zone donc avis d'analyste. Vous trouverez également l'historique des analyses de Vincent, de Sylvain notamment, et puis les miennes. Et en cliquant sur le bouton suivant, vous pouvez donc voir tout l'historique. Et finalement, c'est la meilleure transparence qu'on peut avoir vis-à-vis de vous, nous en tant qu'analystes chez DailyFX, c'est que vous pouvez voir l'historique actif par actif de ce qu'on vous apporte. Et donc vous pouvez donc être à même vraiment de juger de la qualité des écrits qu'on vous apporte. Moi, dans les articles que je fais, je mets systématiquement un lien sur l'analyse précédente de l'actif concerné. Donc ça vous permet vraiment de suivre l'histoire que je vous raconte au travers des canaux de régression, des décomptes Heliotis que je produis et des idées et propositions de trade donc, quand elles arrivent sur des zones très concrètes. Voilà. Donc merci Vincent. Donc je vais attaquer maintenant la présentation, donc le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vous avais fait une présentation sur un des précédents webinaires, donc mensuel FXM, sur l'importance à mes yeux des canaux de régression en utilisant les techniques de fourchette d'Andrews pour simplifier, puis pour nous donner finalement une vision ou on va dire un renforcement de l'angle que peut prendre le marché au travers de la ligne médiane représentée par la fourchette d'Andrews. Donc la technique est assez simple. L'idée étant de pouvoir trouver des points pivots clairs, donc des points remarquables, des bas et des hauts remarquables sur les marchés, de lui associer une fourchette d'Andrews et de l'ajuster en fonction de la première information donnée par le marché. Ici, c'était donc un alignement sur les hauts, et quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on cherche à acheter l'actif. Alors on peut voir ici une belle vague haussière, une impulsion en 5 temps, on voit très bien une vague 1, 2, 3, 4 et 5, donc je ne vais pas faire de vous des héliotistes, hein, je tiens à vous rassurer tout de suite aujourd'hui. Cette présentation se veut assez modeste, même si vous allez voir que je l'étaye de plein de cas de figure très pragmatiques et que j'entre vraiment dans le détail. C'est une approche assez modeste parce que apprendre Elliott, il faut du temps, mais ça va, je pense, vous interroger sur un certain nombre de choses et vous allez, je pense, découvrir des choses très intéressantes sur les marchés financiers. Du moins, c'est l'objectif que je me vise, c'est voilà, vous éclairer sur peut-être une nouvelle façon de concevoir les marchés en termes de vagues d'une part, mais également et surtout en termes de canal, en termes de canaux. Donc ici vous avez clairement en fait la naissance d'un canal de régression qui a pris naissance sur ces 3 points pivots, et quand on ajuste donc ce canal, donc cette fourchette d'Andrews sur les hauts, on trouve en général des points d'appui remarquables sur le marché. Et donc par principe d'action-réaction, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'était l'objet de ma précédente présentation, on a une bonne probabilité de voir les cours rechercher donc l'axe médian des prix, c'est-à-dire la ligne médiane de notre canal de régression. Donc c'est un outil qui est intéressant dans le sens où il nous apporte déjà un directionnel, mais surtout des éléments de timing, puisque l'idée est effectivement d'acheter un retour des prix sur cette ancienne résistance qui se polarisera en toute vraisemblance en support, donc on aurait pu acheter là, mais finalement on s'aperçoit que le timing n'était pas bon, puisque le marché était en recherche d'un canal. Et ça c'est quelque chose qui est pour moi vraiment important. Je vous invite à décrypter le marché au travers de canaux. Vous trouverez toujours un canal qui vous permet de modéliser les cours. Quelle que soit l'unité de temps, vous trouverez
toujours un canal qui va vous permettre d'encadrer sur une partie assez longue les cours. Et cette faculté qu'a le marché d'osciller au travers d'un canal a été modélisée par Elliott. Donc c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais vous emmener aujourd'hui, c'est comment justement Elliott a pu, au travers de sa théorie, embrasser finalement cette problématique de canaux et qu'est-ce qu'il nous a apporté donc en termes de théorie sur le sujet, et on verra après ce que ça donne en termes de pratique. Alors je vais tout de suite vous dire, on va pas voir tout l'éventail des possibilités de canaux qui ont été apportés par Elliott. Il y a 3 grandes classes de canaux, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le canal de base, on va voir, c'est le socle qui va permettre la construction finalement d'une vague d'impulsion. On a le canal d'accélération, qui est en général apporté par la vague la plus puissante, qui est décrite par Elliott en tant que vague 3. Donc on verra comment cette vague se construit, et surtout c'est qu'est-ce qu'elle nous permet, nous, en termes d'exploitation pour notre trading. Et puis vous avez les canaux de décélération, ce sont les canaux qui sont représentés par exemple par ce qu'on appelle les flags chartistes, les drapeaux chartistes, qui modélisent les phases de retracement. Donc ces canaux de décélération, on ne va pas les voir, parce qu'il y a toute une théorie aussi derrière. On peut avoir des flags, on peut avoir des combinaisons doubles, des combinaisons triples, donc ça nécessiterait une présentation beaucoup plus longue. On va s'attacher aujourd'hui aux canaux qui donnent les tendances, c'est-à-dire celles qui sont issues en fait de vagues d'impulsion, ces fameuses vagues en 5 temps, qui sont donc très bien décrites par Elliott. Alors, on va voir ça ensemble. Donc bonjour Richard, bon je peux pas retransmettre tous vos commentaires, mais si vous avez des questions évidemment, j'ai le chat juste à côté de moi, donc je ne manquerai pas d'y répondre au fil et à mesure donc de la présentation. Voilà. Donc ici l'idée c'est de voir comment l'étude de ces canaux de régression peut nous aider d'une part à trouver donc des points d'appui, donc des points d'entrée, et surtout comment et quelles conséquences ça peut avoir sur nos décomptes elliotistes, et qu'est-ce qu'on peut donc en tirer en termes de conclusion pour la suite. Alors, bon, on va passer très rapidement sur ce genre de graphe. Si vous avez travaillé un peu Elliott, vous allez vite savoir de quoi je parle. Sinon, bah, écoutez, prenez cette information un peu comme je vous la donne. Et surtout, l'idée, c'est pas voilà, de faire de vous des elliotistes, parce que c'est impossible en 1 heure. Mais au moins voilà, de vous éveiller l'esprit sur le fait qu'il y a une certaine psychologie sur les marchés qui est récurrente, et qui a été traduite donc par Elliott au travers donc de vagues et de décomptes associés. Donc d'ailleurs je vous invite à regarder une très belle vidéo qu'avait fait Vincent Gann sur DailyFX, où justement il avait décrit donc cette théorie fractale, puisque Elliott est une théorie fractale. Ce qu'on voit dans des petites unités de temps se reproduisent dans des grandes unités de temps, et c'est donc vraiment une théorie ensembliste qui travaille toutes les unités de temps et qui justement tiennent compte des unités sous-jacentes. Donc là nous avons sur alors oui, Luc, Ishimoku est pratique et permet effectivement d'avoir une lecture, on va dire, assez directe. Elliott est beaucoup plus compliqué, mais a aussi ses avantages, ses inconvénients aussi en termes de subjectivité. Chaque outil a des avantages et des inconvénients. Quand on devient un expert d'un outil, je peux vous dire que il y a beaucoup de choses à en tirer, et surtout ça c'est vraiment un conseil que je tiens à vous donner. Je ferme la parenthèse sur l'indicateur Ishimoku. Vous avez une panoplie d'indicateurs qui vous sont apportés. Ishimoku, ça vous apporte un système de trading assez intéressant. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur qui est mauvais au final. Même si on peut avoir des indicateurs retardés, etc., le problème de fond, il est que vous devez vous accrocher. Voilà. Pour pouvoir en tirer la substantifique moelle, vous devez passer du temps, vous devez compléter votre expertise et surtout pas décrocher. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur mauvais, il n'y a que de mauvaises interprétations. D'accord ? Mais pour avoir une bonne interprétation, il faut pouvoir certainement pas utiliser un indicateur, mais certainement plusieurs indicateurs corrélés, ou du moins complémentaires, à partir du moment où ces indicateurs vous permettent de répondre aux questions fondamentales que je vous ai évoquées en début de présentation. Est-ce que votre panoplie d'indicateurs vous permet de vous répondre à des questions de prix ? Est-ce que des prix ? Où est-ce que je veux intervenir ? Sur quel timing ?
Est-ce que vos indicateurs vont vous permettre de répondre à la problématique du comment, c'est-à-dire qu'elles vont vous donner des règles d'or en termes de money management? Est-ce qu'elles vont vous permettre d'asseoir une position en termes de qualité et donc de répondre à la problématique du combien? D'accord? Et est-ce qu'elles vont permettre évidemment de répondre à la problématique essentielle du directionnel, c'est est-ce qu'on cherche à acheter? Donc il y a des indicateurs de différentes classes, de différentes natures. Il y a aussi les problématiques de volume qui peuvent venir en complément d'informations, qui forment un axe à part entière. Mais est-ce que tout ceci vous permet donc de répondre à ces questions fondamentales que vous devez vous poser simplement pour trader? Voilà. Donc, comme le dit effectivement Totof, il n'y a que ce que vous faites des outils qui est utile. Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que l'utilisation qui peut en faire ressortir l'excellence ou au contraire, finalement, vous induire en erreur. Alors, on a le graphe qui est devant nous. On reconnaît ici donc un certain nombre de vagues en impulsion. Donc on a la vague des précurseurs. Je vais passer très rapidement parce que là on parle de psychologie, c'est pas l'idée. L'idée ça va vite d'être de basculer sur les canaux de régression et vous allez apprendre ou découvrir, j'espère, des choses très intéressantes. Donc la vague des précurseurs qui est la vague 1, qui est en général une vague sur laquelle nous on ne peut pas se positionner puisque ce sont les premières vagues qui initient en fait des retournements et en général les retournements on n'est pas vraiment armé à moins d'avoir fait une vraie analyse d'unité de temps supérieure. Donc là on est dans l'analyse multi-time frame qui vous permet de définir que sur cette zone de prix on avait un super support en béton armé ou un énorme canal de régression haussier qui passait par là. Mais en général les vagues 1 elles sont difficilement accessibles et nous on essaiera plutôt de prendre le début des vagues 3. Donc le cœur du marché haussier. Si on arrive à prendre ou à prendre position à l'intérieur de cette vague, eh bien en général on est plutôt confortable puisqu'on aura affaire à un mouvement assez directionnel. À la fin de la vague 3, on a toujours une phase de prise de bénéfices. En général, ici, on a ceux qui ont initié la vague 1 qui commencent à prendre des bénéfices, donc en fin de vague 3, puis également qui prennent des bénéfices en vague 5. Et puis là, c'est l'ultime vague d'impulsion qui annonce souvent sur les oscillateurs des divergences. Donc dans le cadre d'une tendance haussière, on va avoir des divergences baissières qui vont apparaître sur les oscillateurs, qui se comprend simplement puisque la vague 3 a amené un momentum très puissant, et la vague 5 en général continue à faire des plus hauts, mais avec un momentum qui diminue et qui se traduit donc par des divergences baissières sur les oscillateurs. Et puis après, à la fin de ce mouvement 5 temps, on arrive souvent sur des phases de retracement, d'ailleurs qui peuvent également se canaliser, on pourra avoir quelques exemples, et on repart ensuite en impulsion haussière. C'est-à-dire que quand vous avez une vague en 5 temps, vous avez très souvent derrière une autre vague en 5 temps. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour les mouvements d'impulsion haussier, c'est-à-dire vague 1 ici en 5 temps, vague 3 en 5 temps, vague 5 en 5 temps. Vous avez une vague A en 5 temps qui va suivre une vague C en 5 temps. Donc quand vous détectez une première vague en 5 temps, vous avez souvent une vague en 5 temps derrière. Alors évidemment ici on a une vague beaucoup plus importante. Pourquoi? Puisqu'en fait c'est notre vague 3. On a eu sur l'unité de temps supérieure certes des sous-vagues qui se sont réalisées en 5 temps, qui nous donnaient une vague 1, vague 2 et vague 3. Voilà. Je stoppe avec les décomptes héliotistes parce que j'ai pas envie de vous perdre. Mais voilà, sachez que d'une façon générale, les vagues s'organisent en 5 ou 3 temps. Les vagues de 3 temps sont souvent synonymes de retracement et les vagues en 5 temps sont souvent synonymes donc d'impulsion donc et sont souvent donc montrent souvent un fort directionnel. Alors il y a des cas particuliers, il y a les diagonales d'initialisation, il y a les diagonales terminales, etc. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. Encore une fois, il y a plein de choses derrière la théorie héliotiste. Je veux surtout aujourd'hui vous montrer les fondamentaux et surtout la façon dont Elliott voit finalement ces vagues d'impulsion avec donc la théorie des canaux. Voilà. Alors, comme dit donc Visiteur, les cours donc d'André Malpel, que je respecte énormément, qui est effectivement un héliotiste, reconnaît que peu de personnes maîtrisent le sujet. Oui, parce que c'est compliqué. Alors, c'est compliqué. Maintenant, on a des outils à disposition qui vont permettre d'affiner les décomptes. Je viens de vous en citer un, les divergences. Quand vous arrivez à montrer des divergences sur les oscillateurs, on verra des exemples plus tard, eh bien ça montre une chose, ça montre qu'on est en vague 5. Voyez, quand au contraire, on voit sur les oscillateurs qu'on part en surachat, bon, il y a toutes les chances avec un beau mouvement sur le RSI ou quel que soit l'oscillateur que vous utilisez, il y a des chances qu'on soit en vague 3. Et puis on a nos fameux canaux, et vous allez voir que les canaux nous donnent aussi des indications. C'est-à-dire que Elliott nous apprend des choses sur les canaux,
mais les canaux nous apprennent des choses aussi sur les décomptes. Et c'est pour moi quelque chose de fondamental, ce que je viens de vous dire, c'est que vous pourrez trouver donc des héliotistes, hein, vous avez des sites qui proposent des analyses donc héliotistes, notamment des sites américains. Je trouve dommage que sur ces sites, on ne voit pas apparaître donc les canaux. Parce que si justement ils faisaient cette recherche de canaux de régression, ils s'apercevraient de temps en temps que leur décompte n'est pas bon. Parce qu'il y a quand même des règles assez fortes qui sont déduites, qui peuvent être déduites des canaux, et je pense que les canaux, comme les notions de timing, hein, Elliott évoque également des notions de timing, que ces éléments-là, ainsi que les niveaux qu'on appelle les niveaux d'extension Fibonacci, hein, toute cette théorie Fibonacci fait partie également donc, du corpus en fait, de théorique d'Elliott, que tous ces éléments forment un tout qui est pour moi cohérent et qui est indivisible. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse faire de l'Elliott sans faire une étude de canal, et je ne pense pas qu'on puisse faire de l'Elliott sans non plus une étude Fibonacci. Tous ces éléments-là permettent de répondre à des problématiques de timing et des problèmes de prix, et sont pour moi partie intégrante de l'apport finalement d'Elliott. Si Elliott a bossé 20 ans sur cette théorie, c'est pas pour rien, et je peux vous dire qu'elle est extrêmement riche, et que même s'il faut du temps effectivement pour l'appréhender, je pense vraiment qu'elle permet d'avoir une lecture très intéressante des marchés, et elle permet vraiment d'arriver à une modélisation. C'est-à-dire que quand on arrive à mettre tous ces éléments ensemble, on s'aperçoit des problèmes qui peuvent arriver techniquement sur les cours, et souvent ce qu'on va constater, c'est que ces problèmes vont entrer en résonance avec des problématiques purement macroéconomiques et fondamentales. Comme si le marché allait rechercher ces points avant sur des moments extrêmement importants sur le plan fondamental, et qui permettent à ce moment-là d'avoir des vrais retournements de marché, puisque la technique est en phase avec finalement les données macroéconomiques. Donc on a quelque chose qui se passe, on parle parfois d'éléments qui sont déjà pricés par le marché, on a des éléments qui arrivent et qui peuvent être lus sur le plan technique, et qui rentrent parfois en résonance avec le plan fondamental, et qui tout pris dans leur globalité nous permettent d'avoir une meilleure lecture, et surtout un timing vraiment intéressant. Voilà. Et donc quelque chose qui pour moi est très intéressant, et qui devrait, je pense, être un outil à étudier d'une façon ou d'une autre, si vous voulez donc devenir un expert sur les marchés financiers. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Maintenant, on va rentrer dans le dur. Que cherche-t-on à faire quand on est en tendance haussière? Bon, bah évidemment, idéalement, on cherche, là je vous apprends rien, on essaye de chercher les points bas, d'accord? Pour rentrer, alors évidemment, on peut avoir des techniques de renfort à l'intérieur des tendances, mais globalement, si à chaque fois qu'on se positionnait sur les points bas, eh bien, on serait quand même très bien, d'accord? Alors, je dis pas que c'est évident, surtout ce point-là, il a rien d'évident du tout. Il est possible d'atteindre ce point-là, mais quand on a une étude en fait de stratégique de plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on est dans l'unité en supérieur, et qu'on a établi en fait ici un vrai socle temps-prix qui nous permet de dire qu'on arrive en fin de consolidation. Mais d'une manière générale, ça sera quand même assez compliqué de prendre ce point-là. On essaiera de se positionner sur quelque chose qui nous a montré que le marché était en train de casser donc des résistances, en montrant donc des vagues en 5 temps, comme j'ai pu vous le décrire sur les slides précédents. À ce moment-là, on attendra un retracement, et on essaye de se positionner sur le creux, si possible, de ce retracement. On verra s'il y a des cas de figure qui nous le permettent, pour pouvoir prendre tout ou partie de cette vague 3, et ensuite essayer de renforcer en bas de vague 4, ou de se positionner en bas de vague 4, si on n'a pas pu prendre ce mouvement en marche. Alors, Elliott a remarqué donc que les canaux pouvaient s'organiser de façon remarquable sur ces nœuds. Donc les nœuds, hein, ce sont des nœuds sur lesquels on peut positionner des décomptes. Donc quand on a des décomptes chiffrés, on parle d'impulsion. Quand ce sont des décomptes donc lettrés, ce sont des retracements. Alors, on va parler maintenant du premier canal apporté par Elliott. Ce que j'appelle donc, ce que Elliott appelle le canal de base. Alors, le canal de base peut être trouvé, alors on va voir ce que c'est, hein, mais l'idée de fond, c'est d'essayer de déterminer donc des creux de marché par rapport aux vagues précédentes. Si vous voyez, par exemple sur les graphes, vous avez la constitution d'un petit double bottom, ce que j'appelle double bottom marginal, c'est-à-dire avec un deuxième bottom un peu plus bas que le précédent. Ce genre de choses peut très bien après se transformer en ETUI, hein, ici avec une tendance haussière à suivre, ou simplement donner des triple bottom, mais grosso modo qui, sur le plan chartiste, vont nous indiquer qu'il se passe quelque chose et qu'un support
a été touché et est vraiment vu par le marché. Donc on a un certain nombre, il y a une transcription Elliotiste par rapport à ça, c'est-à-dire que ça peut donner une phase de retracement, donc ABC ou 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière, et puis on commence à avoir une première vague en impulsion qui nous manque donc des 5 temps. Et bien à ce moment-là, on a quand même des points pivots à notre disposition, puisqu'on a ces 3 points pivots-là qui forment donc des creux et des sommets remarquables sur le marché. Donc on peut utiliser une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews a ses propriétés, mais ce qu'on va faire, on va l'aligner sur la première information donnée par le marché, c'est-à-dire le haut de la vague 1 qu'on a détecté en 5 temps. Donc cette fourchette d'Andrews, qu'on va aligner sur les hauts, va nous apporter une indication sur sa partie basse. Sur la partie basse, on peut avoir un marché qui retrace sur la partie basse de ce canal. C'est souvent ce qui va se passer quand vous avez ici des vagues qui ressemblent à des doubles bottoms. D'accord ? Vous aurez souvent ce genre de structure. Et si le marché donc fait une vague en 5 temps et vient rechercher le canal de base, le bas du canal, vous avez un super point d'entrée. Ce super point d'entrée, pourquoi ? Parce que vous avez un stop clair, le dernier bas, et puis vous avez une bonne probabilité, parce qu'on aura un canal de régression, que les cours aillent rechercher la ligne médiane. Donc vous avez déjà un premier facteur de money management qui arrive, c'est-à-dire que même si vous vous plantez d'un point de vue des comptes, le fait d'avoir eu une vraie trendline en haut, d'éventuels points de contact sur la ligne médiane, le marché va voir ce report d'oblique positionné sur le bas de vague C. Et ce report va faire rebondir les cours au moins avec une bonne probabilité vers la ligne médiane. Il vous en faut pas plus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes entré ici avec un stop sur le dernier bas, vous avez un premier TP pour neutraliser votre risque, et puis après vous aurez un deuxième TP sur le haut du canal, et si votre décompte Elliotiste est le bon, vous aurez derrière un suivi de tendance. D'accord ? Donc ce canal de base, on ne le rencontre pas toujours, on le rencontre dans des situations de marché où apparaissent des structures de type double bottom avec un deuxième bottom plus bas que le précédent. Donc à noter. Alors on va voir évidemment ensemble des exemples. Alors je vois que vous ne posez pas beaucoup de questions, c'est que vous êtes tout oui, donc écoutez, c'est que je trouve écho auprès de votre écoute. Alors, on va voir donc ensemble, canal reliant l'origine de la vague 1 au bas de la vague 2, reporté donc sur le bas en fait donc de la vague 2 ici, enfin de notre point C, et appelé donc le canal de base. La vague 3 en général va casser, si vous avez un décompte qui est correct, la vague 3 va casser ce canal de base. Donc ça c'est ce qu'on constate quasiment tout le temps. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes peut-être encore dans une phase de retracement. Ça veut dire que votre décompte n'est pas bon. Ça veut dire qu'ici, vous êtes en train de faire une vague ABC et que derrière, il y a de chances que finalement, on ait encore un flag avec derrière cassure par le bas. Donc ici, il faut s'attendre à une rupture. Et si vous avez une rupture, c'est que vous avez vraiment toutes les chances d'être en vague 3, c'est-à-dire que vous êtes dans un phénomène d'accélération. Voilà. Donc, néanmoins, vous savez que je tiens beaucoup à ça. Les marchés financiers incorpore toujours une forme d'incertitude. Vous pourrez avoir, quel que soit le schéma d'analyse, vous aurez toujours une forme d'incertitude. Vous devez gérer cette incertitude par des règles de money management extrêmement fortes. C'est la seule façon de gérer l'incertitude. Vous pouvez avoir un décompte Elliotiste hyper propre, le marché peut très bien le casser. Et à ce moment-là, c'est que vous avez fait une erreur dans l'unité de temps supérieure. Ou que vous avez fait à un moment donné une erreur dans votre décompte, que c'était pas une vague 5 mais une vague 3 et que vous avez des situations de flat. Enfin, vous avez pas mal de schémas d'un point de vue Elliott qui vous permettent finalement de retomber sur vos pattes si à un moment donné vous avez un décompte qui est invalidé. D'accord ? Mais vous avez donc une incertitude qui est présente. Et donc, il faut gérer cette incertitude par des règles de money management. Si vous aviez pris position sur le pied, sur un retour en bas du canal de base, eh bien, vous devez avoir un TP sur la ligne médiane, mais également un TP ici, parce que vous pouvez avoir en fait un drapeau et non derrière une extraction du drapeau avec une vague d'impulsion. À moins que vous soyez hyper fort en Elliott, et que vous avez plusieurs années d'expérience, et que là vous êtes sûr de votre coup, bon bah j'ai envie de dire, vous prenez même pas de TP ici, vous prenez même pas de TP là, vous savez que votre canal va être cassé. Mais dans votre phase de progression, et c'est ce que justement je vais mettre en avant dans le cursus de formation sur lequel je travaille, c'est qu'au début,
vous pourrez mettre en place donc des stratégies basées sur les canaux de régression. C'est quelque chose d'assez évident et j'ai envie de dire assez facile quand même à mettre en place. Vous aurez besoin, parce que vous ne serez pas encore des experts Elliott, d'avoir ce genre de règles de money management. Parce que vous allez vous planter souvent et qu'ici ça ne sera pas une vague 1, 2, 3, mais une vague ABC et que du coup là vous devrez avoir une zone de TP obligatoire. Même au départ, si vous avez aucune expérience elliottiste, vous aurez une zone de TP obligatoire sur la ligne médiane, puisque là vous savez que vous avez une bonne probabilité quand même de voir les cours atteints par le marché. Voyez. Donc au fur et à mesure que vous allez intégrer les différentes classes d'outils, donc encore une fois, hein, je ne vous vends pas les canaux, je ne vous vends pas Elliott, mais vos classes d'outils à vous, plus vous allez avoir d'outils complémentaires, meilleure sera votre analyse, plus robustes seront vos objectifs, et donc derrière, plus vous pourrez vous permettre d'avoir de l'ambition sur vos objectifs. Mais avant d'arriver là, soyez prudent et surtout soyez raisonnable en termes d'objectifs et prenez des TP dès que vous rencontrez une contrainte qui vous paraît être forte sur le marché financier, sur les cours. D'accord ? Donc, le canal de base, rupture indique effectivement nous sommes bien en vague 3, et cette ligne supérieure du canal de base peut servir de support pour la vague 4. Donc je vais vous montrer un exemple derrière. Bon, encore une fois, ça reste des cas qui sont pas forcément marginaux, mais on n'aura pas toujours ce genre de situation. En tout cas, quand vous avez un canal de base de ce genre-là, avec donc des situations d'épaule tête-épaule ou des triple bottom, oui, gardez en mémoire donc ces obliques, parce qu'elles vont vraiment servir de support dynamique derrière pour le marché. Et puis, puis à un moment donné, vous les effacerez, puisque quand vous avez terminé votre mouvement, cet oblique n'a plus de sens et sera cassé derrière par le marché. Alors, conclusion sur le canal de base, il peut être issu des vagues qui précèdent notre mouvement d'impulsion, ici BC1. Le haut du canal sert de premier objectif, d'accord, ou de deuxième objectif si vraiment vous avez une faible expérience dans les outils que vous utilisez, ou du moins dans les canaux de régression. Si le décompte est le bon, votre vague 3 va casser le canal, et le haut du canal de base peut servir donc de support pour une éventuelle vague 4, c'est-à-dire un retracement fin de vague 3 pour repartir haussier sur la vague 5. D'accord ? Alors, on va maintenant parler du canal d'accélération. Donc on retrouve notre structure et après je vais arrêter la théorie, on va vite voir des cas pratiques d'utilisation. Et vous allez voir que vous allez reconnaître tout ça avec plein d'exemples sur les marchés et que vous allez comprendre l'importance et l'intérêt des canaux de régression. Alors, ici donc, bon, on retrouve notre vague en 5 temps. À l'issue de la vague 5, en général, bon, bah, tout casse, d'accord, puisqu'on va avoir un retracement qui peut retracer jusqu'à 50 voire 61,8 de toute cette vague qui est ici, d'accord, ou notamment dans le cas d'une vague 1 d'ordre supérieur, et pour les vagues 3, ça sera un peu moins, ça sera 38,2, on verra quelques exemples aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que on avait utilisé ici les vagues BC1 pour essayer d'avoir le pied de la vague 2, et bien en utilisant le même raisonnement, on pourrait très bien avoir la vague 1, 2 et 3 pour récupérer le bas de la vague 4, la fin de vague 4, donc le pied de la vague 5. D'accord ? On va utiliser les 3 vagues qui précèdent, regarder ce qu'elles nous apportent, pour regarder si on ne peut pas, en termes de timing, trouver des points d'entrée remarquables. Alors, on a nos points pivots, 1, 2 et 3, donc là c'est théorie helliotiste, hein, pure théorie helliotiste. On va utiliser en fait une oblique qu'on va joindre sur les sommets de la vague 1 et 3, et cette oblique, on va la reporter, donc on peut le faire par le biais d'une fourchette d'Andrews, sur le pied donc de la vague 3, c'est-à-dire sur la fin de vague 2. Et en général, la vague 4 va rebondir exactement sur ce report d'oblique. Et là, on retrouve vraiment la philosophie des canaux de régression. Donc on a une fourchette d'Andrews qui utilise le point pivot 1, 2 et 3, sauf que cette fourchette d'Andrews, on va l'ajuster en fonction de la réalité du marché, c'est-à-dire le point haut de la 3. Si vous voyez que le marché est en train de retracer fortement à partir d'un moment, eh bien vous faites tout de suite ce travail de recherche de canal, vous faites un report, et si vous êtes ici, eh bien c'est pas le moment d'acheter. Vous allez attendre tranquillement que le marché rejoigne le bas du canal. Si ça correspondait à une zone de support croisée, eh bien vous avez un très bon socle temps pris pour chercher à vous positionner de nouveau swing à l'achat. D'accord ? Donc, et ça c'est important ce que je vous raconte, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que les canaux, finalement, ils sont réellement importants quand ils n'existent pas encore.
C'est-à-dire que si vous avez un canal qui montre déjà plein de contacts à l'intérieur, donc on a été rechercher la partie haute, la partie basse, la partie haute, la partie basse, etc. plusieurs fois, eh bien ce canal va perdre en importance. Pourquoi? Parce que de toute façon, on recherche des mouvements en 5 temps, on ne va pas rechercher des mouvements en 10 temps. Il peut y avoir effectivement des vagues en extension, mais ce n'est pas une règle. Ce sont plutôt des cas particuliers. En général, les vagues se font en 5 temps. Et quand on a trouvé un canal, eh bien ce canal commence après à perdre en force. Plus vous avez de points de contact, plus vous aurez de personnes qui vont le voir, et donc moins il sera, j'ai envie de dire, percutant en termes d'efficacité sur les marchés. Ici, ce canal n'existait pas encore, cet oblique, c'est un report d'oblique. D'accord? Et pourtant, on verra que ce report d'oblique, qui est issu de la théorie héliotiste, donne des résultats mais extrêmement remarquables sur les marchés financiers. Et également, à ce moment-là, par action-réaction, on peut s'attendre à ce que le marché aille rechercher la ligne médiane. Donc parfois, elle est en dessous du point 3, mais elle nous donne des objectifs intermédiaires. D'accord? Alors, donc, point encore important, c'est que quand le marché casse donc ce canal, après une vague haussière qui a cassé le sommet de la 3, on sait qu'on est parti dans une phase de retracement. Et qu'est-ce qu'on cherchera à faire? Eh bien, c'est une vague 1 finalement, une vague A ou une vague 1 en 5 temps, on sait qu'on ne peut pas la prendre. On va attendre un retracement. Et vous voyez, on va utiliser les points pivots 3, 4 et 5, également pour pouvoir faire un canal de base, et on recherchera un retour des prix sur le haut de ce canal, en pullback de cette oblique cassée, pour prendre position avec un stop sur le haut précédent. Et on est reparti, et là c'est un schéma à l'envers, on repart pour une vague 3 ou une vague C. Voyez, donc ce schéma qui est vrai en tendance haussière l'est par évidemment transposition en tendance baissière. On va rechercher des cassures de canal, des cassures de canaux. On va utiliser des mouvements contrariens, donc des fourchettes contrariennes qui vont nous former des canaux de base, donc un canal de base cette fois-ci baissier. On attendra un retour des prix sur le bas du canal, ici ça serait un bas du canal haussier, pour prendre position avec un très bon risque reward puisqu'un stop serré et des objectifs intermédiaires. Donc un money management, on va dire, sur lequel on se sentira serein et logique d'un point de vue chartiste, puisque le marché nous montre qu'il a réalisé un plus bas, qu'il a cassé une tendance, et donc il est naturel de rechercher un pullback, et donc une zone de prix attractive pour nous donner du reward. D'accord? Alors, on va voir maintenant ensemble l'existence d'un autre cas, qui est un cas alternatif, et après on attaque les exemples. Il arrive de temps en temps que le bas de ce canal est cassé et que le marché aille rechercher une vague 4 un peu plus basse. Ça arrive de temps en temps quand on a en fait une grosse trendline, une grande oblique en fait qui passait par-dessus et qui fait que le marché a vraiment besoin d'accumuler de l'énergie avant de refaire un plus haut. C'est-à-dire, vous voyez, si on avait une oblique qui passait comme ceci, le marché, s'il était reparti là, il aurait de nouveau rebuté sur cette oblique sans réellement parvenir à faire des plus hauts. Donc le marché a besoin de retracer, alors parfois ça se fait de façon beaucoup plus latérale, pour pouvoir retrouver de l'espace par rapport à cette oblique et aller rechercher donc un haut de vague 5. Donc ça arrive, et à ce moment-là, ce que nous dit Elliott, c'est qu'il faut tenir également compte de la dernière information du marché. La dernière information du marché, c'est ce bas de vague 4, et donc il faut retracer une oblique, et cette oblique la reporter sur le sommet de la 1, et on recherchera à ce moment-là un objectif de vague 5 par report de cette oblique. Bon, moi j'aime pas beaucoup ce genre de situation, c'est pas très confortable, mais sachez que ça existe, et je vous donnerai donc également un exemple. C'est pas le cas le plus fréquent, heureusement. Les cas le plus fréquents, c'est vraiment quand on a donc des canaux qui sont des canaux parfaits, qui sont vraiment respectés par report de trendline. Allez, ça c'est pour l'aspect théorique. Maintenant on va voir des cas pratiques. D'accord? On a 20 minutes devant nous, donc je vous demande de vous accrocher parce qu'on va aller vite et il y a beaucoup d'exemples à voir ensemble. Alors, l'euro GBP. Donc tout ce que je vais vous montrer là, ce sont des choses que j'ai montrées au travers de mes analyses sur DailyFX. Donc vous trouverez trace de tous ces graphes dans les articles que j'ai pu écrire et rédiger pour dailyfx.fr. D'accord? Alors, nous avons l'euro GBP. L'euro GBP, bon, on a connu une très belle impulsion haussière. En plus, le Brexit nous a montré que, évidemment, l'euro superformait face à la livre. Mais ce qu'on peut voir quand même très rapidement, c'est qu'on aurait pu
anticiper un certain nombre de choses sur le GBP, sur l'euro GBP, et c'est ce que j'ai proposé à travers justement de mon article. C'est-à-dire que en décembre 2015, j'avais indiqué que l'euro GBP, alors j'avais une analyse stratégique d'unité de temps supérieure qui nous indiquait qu'ici on avait un bas de canal de régression de moyen terme qui avait été atteint, donc j'ai expliqué ici la présence d'un socle tout à fait logique, d'une zone de support. Néanmoins, si on regarde juste cette unité de travail, on peut voir ici la constitution d'une vague en 5 temps. Vous voyez, en regardant juste les bougies rouges, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a un marché qui nous a donné une indication qu'il était capable de réaliser un léger plus haut marginal, surtout avec une vague d'impulsion en 5 temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de rechercher sur retracement un point d'entrée qui nous permettrait d'entrer avec un très bon risque-reward, donc un stop le plus serré possible, tout en nous donnant donc des objectifs ambitieux, s'il s'avère que notre décompte est correct, c'est-à-dire un décompte sur lequel on croit vraiment. Moi j'avais un décompte sur lequel j'arrivais ici en fait à une fin de vague importante, donc un fin de cycle, donc vague 5, vague en 5 temps, donc numérotation 1 logique, vague 2, je m'attendais derrière donc à une impulsion assez importante. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant d'un point de vue canal? On va regarder. Donc on a ici un point pivot et un point pivot. Donc on retrouve ici une formation plus ou moins déjà avec des divergences sur les oscillateurs, des points remarquables assez proches, donc une logique qui commençait à former, en fait des cours qui commençaient à former plus ou moins double bottom, voire une situation en triple bottom. Donc on a un point remarquable ici, un point remarquable ici, un point remarquable. On va tracer notre canal de base. Ce canal de base se trace en rejoignant les points hauts qu'on va joindre sur le point bas. On obtenait notre point 2. On obtenait donc le bas de notre vague 2. Donc en utilisant cette technique donc de canal de régression, en essayant de faire des reports de trendline, d'obliques, on pouvait s'apercevoir ici qu'on avait une zone de support intéressante à travailler. Cette zone de support, de toute façon, on l'a retrouvée par les bas. On voit très bien que le marché a buté une première fois. Il a essayé de pénétrer, mais derrière, on a une réaction 5 temps. On retrace en 3 temps. On arrive sur un report d'oblique, sur une zone de support. Ma foi, un achat ici faisait sens. D'accord? Alors, on aurait très bien pu descendre en unité tactique, attendre une vague 1 en 5 temps et se repositionner sur la vague sur le début de la vague 3 de ce mouvement en unité sous-jacente. Mais on aurait très bien pu aussi acheter la zone, et c'est ce que j'avais recommandé dans mon article. Et donc, on a notre canal de base. L'entrée était ici, et on voit très bien que on avait donc derrière une belle impulsion haussière qui s'est développée, avec un TP qui était pour moi important à prendre sur un retour donc de ce canal, parce qu'on aurait très bien pu avoir encore derrière une latéralisation des cours, encore une fois. On fait face à une incertitude permanente sur les marchés financiers. Et cette incertitude, c'est pas grave de prendre un TP ici, parce qu'avec un stop très petit, franchement, vous imaginez déjà le risque revente qu'on aurait eu sur ce genre de position. Exceptionnel. Donc c'est pas grave de prendre un TP et de laisser courir derrière un solde. Mais on a maintenant, donc le marché a réalisé un haut, on a eu une première vague de retracement, donc là, commence à se dire qu'il y a un problème, et puis on repart et on casse ce bas. Donc on sait qu'on est en retracement. Donc là, on peut tracer tout de suite notre canal d'accélération. On a le sommet de notre vague 1, on pense avoir récupéré, on pense avoir découvert le sommet de la vague 3, on trace une fourchette d'Andrews, et le bas de la vague 4 se déduisait donc par le biais de ce canal d'accélération. Donc vous voyez que ce que je vous ai montré tout à l'heure d'un point de vue théorique, eh bien, va trouver en fait essence également sur les marchés financiers avec des éléments qui sont assez parlants. Et vous voyez, on retrouve donc le sommet de notre canal de base. Donc là, bon, c'est vraiment un cas d'école, hein, mais c'est le genre de cas de figure que vous retrouverez souvent dans des situations de triple bottom ou d'épaule tête-épaule inversée, ou ici, ou d'épaule tête-épaule tout simplement dans le cadre d'un reversement de tendance qui deviendrait baissier. D'accord? Et donc, on retrouve ici point d'entrée, super timing finalement, puisqu'on retrouve plus ou moins une zone de support, on retrouve notre oblique supérieur, on retrouve un super timing, TP1, vous voyez en plus le marché a été très gentil, il nous a redonné un point d'entrée ici, après avoir recherché la ligne médiane, qui fait toujours l'objet d'un point d'arbitrage, le marché se pose toujours la question quand il arrive sur la ligne médiane, est-ce que c'est maintenant le top départ, ou est-ce qu'on peut avoir une combinaison un peu plus complexe qui peut arriver?
Donc on a toujours en fait un retracement, on a toujours ici une interrogation qui est faite par le marché quand les prix reviennent donc tester la ligne médiane. On peut voir ici les contacts sur cette ligne médiane qui était remarquable. Cette fourchette était vraiment vue par le marché. Et donc ici, retracement important sans casser le dernier bas. Et derrière, super impulsion haussière et TP final. Donc là, on a un problème maintenant sur l'euro GBP, c'est plus l'heure d'acheter. Donc il faudrait maintenant de nouveau un retracement, peut-être un retracement vers la ligne médiane, qui nous donnerait un timing peut-être intéressant avec un support, pour refaire, vous voyez ici on fait une vague 1, 2, peut-être 3 et 4, il nous manquerait une vague 5, mais il faut que ça retrace davantage pour nous redonner une dernière vague 5 haussière, avant un grand retracement de toute cette vague-là, peut-être après pour repartir en vague 3 ou en vague 3 en impulsion, bien dans quelques mois. Voilà. Alors, petite question de la part de visiteur, la première analyse ne devrait-elle pas faire une analyse complètement dézoomée alors je comprends pas trop. D'une façon générale, une analyse dans une unité de temps donnée est toujours à mettre en corrélation avec une unité de temps soit inférieure, soit une unité de temps supérieure. Encore une fois, la théorie Lyotiste est une théorie fractale, d'accord? Donc il faut jongler avec les différentes unités de temps. C'est clair qu'ici, on aurait pu zoomer sur cette vague-là et voir qu'elle était effectivement en 5 temps. Bon. Pas le temps d'entrer dans le détail, on va vite passer sur les autres slides parce que j'en ai encore beaucoup et qu'il me reste un quart d'heure. Alors l'USD Yen, vue hebdomadaire, on a eu une très belle ici impulsion baissière. En termes d'analyse héliotiste, on a une vague 1, 2, 3 et 4 avec derrière une vague 5 qui sonnait finalement le glas sur l'USD Yen. Donc on a vraiment une vague en 5 temps qui nécessitait donc un retracement et cette vague a retracé 50% de toute la poussée haussière qu'a connue l'USD Yen ces 3-4 dernières années. Donc ici on a un problème, c'est-à-dire que là on est vraiment sur une zone de support majeure pour moi qui coïncide avec vraiment peut-être un retournement haussier sur cette paire. En tout cas de figure, dans tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'on avait des points pivots à notre disposition. On avait ici un triangle, donc d'un point de vue héliotiste, on avait une vague 4 qui se terminait en fin de triangle. On retrouve vague A, vague B, vague C, vague D, vague E à l'intérieur du triangle, donc un point 4 qui était juste ici. Donc 3, 4 et 5, et puis après on retrouve une vague A, une vague B et une vague C très profonde. D'accord? Une vague C qui s'est de toute évidence réalisée en 5 temps. Alors on va voir, puisque je donne des éléments de TP, on va voir un petit peu comment... alors, question de la part de Dan, est-ce que cette théorie peut s'appliquer en 4 heures? Tout à fait. Tout à fait. 4 heures, c'est très bien pour faire de l'Elliott. En dessous, c'est pas que c'est pas bien, ça s'applique aussi, mais vous n'aurez pas le temps de faire des décomptes. Parce qu'il faut quand même jongler différentes unités de temps. En 4 heures, c'est confortable, vous avez quand même le temps de vous poser et d'arriver à vos décomptes. Alors, on va tracer notre canal de base. Notre canal de base, le pied de la vague 4. Donc on avait ici simplement des points pivots, premier point pivot, deuxième point pivot, troisième point pivot, donc cette fois-ci c'est pour modéliser une tendance baissière. En reportant cette oblique sur le haut, on voit qu'on a très bien modélisé la partie haute, et puis on avait vraiment une belle confirmation sur la ligne médiane de ce canal de base. Donc là on avait un très bon point d'entrée. Et si ce n'était pas le cas, si on n'était pas certain de ce point-là, on avait de nouveau un point d'entrée ici. D'accord? Simplement parce que on est de retour sur le canal de base avec des objectifs qui sont un retour sur le bas de canal de base, tout simplement. Donc on avait notre canal, même si je vous accorde qu'il est beaucoup moins évident qu'avant, simplement parce qu'ici on a un point pivot qui est quand même pas évident. Il faut connaître Elliott pour comprendre que le point pivot est la fin de vague 4, qui est donc la dernière vague E d'un triangle. D'accord? Quand je vous disais que dans la théorie Elliotiste il y a beaucoup de choses, c'est peu vous dire. D'accord? Mais en tout cas de figure, ce qui est important, c'est que les canaux de régression que vous tracez devront toujours être positionnés sur des nœuds héliotistes. Sinon, pour moi, c'est hors théorie, tout simplement. Donc on retrouve notre canal de base avec derrière une vague, vous voyez, qui a servi après de résistance, une vague qui a cassé ce canal de base. Et si on ajuste donc là-bas le bas de notre vague 3, donc on a vague 1, vague 2, ou vague A, vague C, et vague B, et vague C ou vague 3, eh bien, on voit quoi? On voit qu'ici, on va avoir un problème sur l'USD Yen. C'est-à-dire que sur les 110, quand le marché, si le marché vient bien retester cette zone, on retrouve une résistance chartiste, on retrouve le bas de notre canal de base, et on retrouve un report d'oblique, donc le haut de notre canal d'accélération. Donc ici,
eh ben, on aura un point de short, tout simplement. Et notre objectif premier, eh bien, ça va être un retour des prix sur la ligne médiane, ou tout au moins, si vous êtes prudent, un retour sur cette ligne de support qui ne manquera pas, je pense, de faire réagir les cours de par les contacts qu'on a pu voir donc sur l'historique des prix. D'accord? Mais en tout cas, ici, on ne peut pas acheter. Le seul plan, ça sera de chercher à vendre, tout simplement en se donnant donc des objectifs de prix au moins de retour vers la ligne médiane. D'accord? Tout simplement. Pour acheter, il faudrait qu'on casse tout ceci, et puis derrière qu'on revienne chercher des zones de pullback. Et à ce moment-là, il faudrait faire des études de canaux, rechercher peut-être un canal de base, je ne suis pas sûr qu'on le trouverait, et puis essayer de trouver donc un début de vague 3 par des niveaux de retracement adéquats et des supports chartistes qui font sens. D'accord? Alors, Elliott ne descend pas en dessous de 15 minutes. Effectivement, c'est simplement parce que c'est juste pas logique. Faire de l'Elliott en 5 minutes, ça n'a pas de sens. Simplement parce qu'il faudrait déjà pouvoir descendre après en 1 minute pour vérifier les vagues 5 minutes. Ça n'a plus de sens, on n'a pas le temps, on n'est pas des machines. Il faut vraiment prendre le temps de faire les décomptes. Pour moi, 4 heures, c'est vraiment confortable. Moi, c'est mon unité de travail. Et après, on peut avoir des unités tactiques en horaire ou en M15 si vous voulez. Mais bon, prenez quand même le temps. C'est compliqué de faire les décomptes, il vous faut du temps. Voilà. Alors, le cuivre, une analyse que j'ai émise également sur mes articles d'EliFX, on retrouve les points pivots 3, 4, 5, donc derrière on retrouve notre canal de base avec un premier objectif de retour des prix vers la ligne médiane. D'accord? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a pas eu notre impulsion haussière. Vous voyez, pourtant, je pensais avoir raison sur mon décompte. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pensais vraiment ici qu'on allait avoir une impulsion haussière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dû indiquer dans mon article. J'avais indiqué que ça, c'était un point d'achat. J'avais dû indiquer qu'on avait un TP1 ici, mais je me suis planté. C'est-à-dire que, analytiquement parlant, le marché m'a contredit, a contredit mon décompte. Il a cassé le canal de base et il a réalisé un plus bas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ici, on a bien fait une vague 1, 2, 3, 4, 5 en 5 temps et derrière une vague de retracement en 3 temps? C'est possible, mais maintenant le doute est permis. Parce que si on devait avoir une vague d'impulsion, je pense qu'on aurait quand même dû l'avoir là, parce que là on avait un très beau support chartiste et on avait quand même un bon timing. Donc maintenant, je suis simplement en train de me demander si le cuivre n'est pas en train de nous faire une belle structure en triangle avec un décompte totalement différent, vague A, vague B, une vague C qui peut être modélisée en 5 temps, vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5, et puis à la fin, que des vagues en 3 temps, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Et donc si on revient faire une vague en 3 temps ici, c'est donc la présence d'un triangle héliotiste avec probabilité de cassure par le bas. Donc vous voyez qu'également les canaux peuvent nous donner des indications aussi ou des contre-indications sur les décomptes qu'on avait proposés. Et à ce moment-là, quand on a une cassure, il faut revoir sa copie et il n'y a pas de honte à avoir. C'est normal, vous arriverez toujours à un moment donné à des invalidations de décompte. Et c'est ce que je produis sur mes analyses. De temps en temps, je me plante. J'espère avoir plus souvent raison que tort, mais quand j'ai tort, je le dis. Et à ce moment-là, j'émets donc de nouveaux scénarios. Voilà. On va continuer, on va accélérer. L'Eurocad, très intéressant comme graphe. L'Eurocad, on pouvait ici avoir techniquement un point d'achat, on était sur une zone de support intéressante. Ici, potentiellement une zone de vente, mais pas clair. Les 1,60 chiffres psychologiques, c'est sûr que c'était une expansion de 200%, donc une zone d'objectif du double bottom qui était ici, mais franchement, conseiller un achat ici et une vente là, dans un cours qui nous paraît en range, pas évident, d'accord, pas évident. Et pourtant, j'ai conseillé ici de vendre l'Eurocad sur des FX. Pourquoi? Parce que justement, d'une part, j'avais quand même un décompte héliotiste qui me permettait de le dire, mais surtout, j'avais derrière des canaux qui venaient m'apporter des éléments de timing très importants. Donc on vient à ce moment-là compléter une analyse héliotiste par des canaux qui peuvent être des canaux d'ordre supérieur. Donc on va voir ça ici, on avait une étoile du matin, là on avait, à ce moment-là la bougie était pleine, quand j'ai proposé mon tweet, on n'avait pas du tout de mèche ici, on était vraiment ici, j'avais dit attendez, vous allez voir ce qui va se passer sur la bougie mensuelle, je ne serais pas du tout étonné qu'ici on ait une vive réaction baissière sur le seuil des 1,60. Alors pourquoi? Regardez, on avait un très beau point pivot ici, point pivot ici et un point pivot là. Donc ça, c'est une belle fourchette d'Andrews qu'on peut ajuster sur les derniers bas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ces 3 points pivots, j'ai tracé mes obliques, et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un très bon ici cluster temps-prix, c'est-à-dire une zone de résistance Fibonacci ajoutée en fait à un haut de canal de régression potentiel, avec une ligne médiane qui me paraît tout à fait cohérente en termes d'axe médian des prix. On a vraiment ici une droite de régression linéaire.
Donc il y avait tout lieu de penser que le marché verrait cette zone et qu'on verrait ici la présence de vendeurs. Alors pourquoi ce point ici B comme zone d'achat? Pour les mêmes raisons. On avait ici un double bottom, d'accord, même s'il était représenté par des vagues Elliottistes 3, 4 et 5, c'est un double bottom chartiste potentiel, avec donc derrière présence d'une oblique supérieure et d'une oblique inférieure. Et donc on retrouve également, cette fois-ci, un canal de régression haussier. Et ce point qui était ici était à la fois la convergence du haut d'un canal de régression baissier avec le haut de ce canal haussier. Donc on avait une vraie zone d'intervention baissière. Alors je disais pas qu'il ne fallait pas forcément shorter ici en mensuel, mais l'idée c'était d'établir une zone stratégique de vente et de se positionner dans des horizons sous-jacentes, regarder en journalier si ces bougies-là ne nous donnaient pas des ETEI. Des ETE, des épaule tête épaule, ou des situations de double bottom pour lesquelles j'aurais pu avoir des canaux de base qui nous permettaient derrière de trader un bas de vague 3. Voyez, donc on retrouve finalement l'aspect fractal, c'est-à-dire une analyse stratégique de haut niveau qui nous définit des zones, et on va travailler au corps les unités sous-jacentes pour maximiser finalement les points d'entrée et nous donner des risques-reward excellents. L'idée étant pas d'avoir un stop ici, mais avoir un stop très serré, pourquoi pas sur un retour des prix en test sur les 1,59, 60 par exemple, ou sur les 1,59. Vous voyez, c'est vraiment la logique. Alors, on va passer sur le graphe suivant. Le dollar index en vue mensuelle, post que j'ai émis sur Twitter. On a ici, pour moi, une décomposition assez simple. On a un flat qui nous donne un beau canal de régression, percuté sur les bas, percuté sur les hauts. On est en soutien sur la ligne médiane. On a ici un canal d'accélération. Ce canal d'accélération a donné un support donc double, puisqu'on était sur une zone de support chartiste. On était sur cette oblique montante, donc cette ligne médiane. On est sur le bas du canal de régression. Donc pour moi, le dollar est bullish, on avait une zone d'intervention et je pense sérieusement que le dollar va aller rejoindre donc le haut de ce canal de régression. Par contre, ce que je dis également derrière, c'est que si le marché arrive sur les 106, donc c'est l'US dollar de John, c'est pas l'US dollar FXCM, ici on va avoir un problème. On sera en fin de vague 5 et il faudra quand même s'attendre ici une zone de retracement avec au moins par action-réaction un retour des prix sur la ligne médiane, voire une recherche des prix vers le bas de canal, donc le bas de ce canal de régression. Et si c'est le cas, et bien ici on retrouvera très bien, on retrouverait donc là on est très loin dans le futur, on retrouverait très bien ici de nouveau des zones d'appui pour aller repartir bullish donc sur le dollar. En tout cas, à moyen terme je suis bullish, mais on risque d'avoir des soucis sur la zone des 106 qu'il faudra donc surveiller de près. En tout est lieu, j'ai envie de dire que ici il faudra vraiment prendre des bénéfices ou faire vraiment attention sur ce qui va se passer sur les majeurs et voir s'il n'y a pas des zones de retournement qui commencent à prendre essence quand le dollar lui arrivera sur ce seuil. Alors, donc on avait un flat, canal d'accélération, timing fin de vague 4. Ici, vous voyez, vague 1 en amplitude. Si on reporte la vague 1 en amplitude, on retrouve notre haut de vague 5. Donc tout converge sur une zone temps prix de retournement ici. Vous voyez, on n'y est pas encore. Ça veut dire qu'on a encore un dollar bullish sur les 2-3 années à venir. Alors, on va passer donc sur le slide suivant. Voilà, donc mes petits commentaires. Le SP500, donc ça c'est un article que je vous avais produit en septembre ou en décembre de l'année passée. Je vous avais donné ce décompte, une vague 1-2 avec un running flat, très clair parce qu'ici on a une vague, pour moi on avait une vague en 3 temps, donc ici un running flat. Donc j'ai positionné ma fourchette sur les points pivots Elliotistes, ajusté sur le haut, on trouvait le bas de la vague 4. Donc le SP a trouvé et j'émettais une recommandation d'achat en fin d'année 2015, en disant qu'ici, on a trouvé des niveaux de support, on est sur une zone temps prix qui peut très bien trouver donc acheteur qui peut très bien trouver la présence d'acheteurs sur le marché. Donc on ne pouvait plus vendre le SP sur cette zone des 1900. Il fallait chercher des achats. Et vous avez vu ce que ça a donné, le SP est parti à réaliser un plus haut historique. Et le SP est maintenant embuté sur la ligne médiane de ce canal de régression. Et donc, on a un problème sur le SP, il peut latéraliser, en tout cas, ou transpercer la ligne médiane, en tout cas, il est sous résistance. Donc, c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Le SP est en avance, donc les indices américains sont en avance. Je reviendrai après sur ce slide. Je voudrais vous parler du DAX. Le SP est en avance sur les indices européens. Vous voyez, on a le même schéma, vague 1, 2, 3, 4. On retrouve notre canal d'accélération. On est
en bas du canal d'accélération, on travaille une zone de support, le DAX il est juste en retard. L'ESP arrive, lui, il est en avance, il est déjà là, l'ESP, il est sur sa ligne médiane. Et le DAX, lui, je pense qu'il va être en phase d'accélération. En tout cas, le seul plan possible, au regard de cette configuration technique, c'est d'acheter le DAX. C'est pas d'essayer de le shorter. Simplement parce que on est sur une zone stratégique, temps pris, de rebond sur l'indice européen. Alors que sur l'ESP, on est déjà plus ou moins sur zone de résistance. Donc je pense qu'on peut avoir un indice qui surperformera l'ESP. On retrouve également ici un canal d'accélération avec une zone d'intervention acheteuse. Bon, je vois que le timing, le temps va me manquer. Je finis le Bund, même cas de figure. On retrouve ici des vagues 3, 4, vague 1, 2, canal d'accélération, sous-canal d'accélération, vague 4 ici, avec des divergences qui apparaissent dans tous les niveaux, montrant que sur le Bund, on arrive peut-être sur une zone à problème. D'accord. En tout cas, ici, on avait une très belle zone d'intervention moyen terme avec un retour des prix sur le bas de ce canal d'accélération. L'USD face à la livre turque. Merci Vincent, je vais arrêter sur la livre turque, j'avais encore des choses intéressantes à vous montrer, mais le temps me manque. Pareil, vague 1-2, bas de canal, donc canal d'accélération, on retrouve une zone temps prix, triangle, donc également recommandation d'achat, simplement parce que on est sur un heliotiste. Et puis, vous savez, ça c'était ce que je voulais vous montrer pour finir cette présentation sur le dollar index en vue long terme. Mais peut-être que je vous ferai ça sur mon prochain webinaire, mercredi prochain 16h. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je vous souhaite donc écoutez, une bonne fin de journée webinaire DailyFX. On se retrouve dès lundi pour mon prochain article. Je vais en émettre un aujourd'hui qui sera sur l'ESP que j'ai pas eu le temps de vous présenter en H4. Et on se retrouve mercredi prochain 16h pour le prochain webinaire DailyFX. Merci à vous et bonne fin de journée.